Bonsoir Lorena, Bonsoir Melvin, comment ça va? tu vas? Ça va super bien. Ok, Contente d'être là aujourd'hui. ok. Pour les personnes qui vont découvrir cette vidéo pour la première fois, euh, je vais me présenter, Yeah. ensuite on va te présenter. Je suis Cyrus Monfumbi, Community Manager et passionné de communication digitale. Vous êtes sur mon compte professionnel et ici on parle principalement de marketing digital, de communication et d'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui on reçoit Lorena. Yes. Lorena, est-ce que tu peux te présenter? Bon, je vais te regarder, hein. Mhm, C'est plus simple pour moi. pas de Donc, souci. Lorena Menvola, Mhm, euh, salariée dans le domaine de la communication. Je suis coordinatrice marketing d'accord. dans une boîte de la place. Je crée des stratégies. Mon boulot, c'est de créer des stratégies pour des marques internationales qui s'implantent ici. Lancement de produits et tout le tralala, en fait. Mais bon, je pense qu'on aura le temps d'en discuter. À côté, je suis freelance. D'accord. Freelance en communication, donc j'aide des PME, certaines PME de la place aussi, dans toutes leurs stratégies, que ce soit marketing ou bien simplement community management. Donc je fais un peu le tout. Et une autre petite casquette que je veux dire, c'est celle d'entrepreneur. Voilà, j'ai mes side business à Ok. côté qui me permettent aussi, voilà, d'implémenter beaucoup de choses dans le domaine. Je pense qu'on a une passion commune, c'est de la communication digitale. Et bon, on verra au fur et à mesure, au cours de la discussion. D'accord. Ok. Du coup, ma première question, c'est comment est-ce que tu te retrouves dans le monde du marketing? Parce que, je sais pas si je dois le dire maintenant, Yeah, mais j'ai une anecdote de Fabrice Savignon yeah. qui dit dans une interview que il travaillait à l'usine, etc. Mhm. Et un jour, il a fait une livraison dans une entreprise où il y avait plein de jeunes qui travaillaient dans la pub. Ok. Et quand il est arrivé, il a vu que j'étais tout beau, en costard, les cheveux des filles étaient très bien faits. Ah, Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais à l'usine en fait? C'est ça le vrai travail. Parce que les gens du marketing en général, on dit qu'ils brillent. yes. Parce qu'ils travaillent sur leur image. Est-ce que c'est ce qui, toi, qui t'a poussé à te lancer au marketing? Non, parce que D'accord. de prime abord, de formation, je suis comptable. Ok. Je suis comptable, il faut dire que j'ai un peu aquacha. J'ai aquacha le métier des autres parce Mhm. que au finish, j'ai côtoyé le monde de l'entrepreneuriat assez tôt, donc à l'université, en étant dans une junior entreprise, en faisant certains concours et tout. Mon travail était de faire l'analyse financière, tu vois un peu, mais au D'accord. finish, je me suis retrouvée un peu à parler de marketing, de positionnement et tout le tralala, le jargon. Ok. Voilà, donc je me suis dit au fini, ça a l'air intéressant, tu vois. Donc Mhm. pour commencer un peu à côtoyer le domaine même voilà, du digital, j'ai créé ma propre page qui parlait de cheveux crépus. Ça a bien marché, D'accord. ça a bien marché. Il y avait les gens, et même aujourd'hui encore les gens. Aujourd'hui c'est Afro Fâché parce que c'était un petit média qui parlait seulement de cheveux crépus, mais après je me suis retrouvée cloisonnée, je me suis dit, je veux quelque chose de plus grand, je veux parler de plus, je vais apporter plus de la valeur aux femmes. D'accord. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, c'est Afro Fâché. Donc, tu vois, j'ai accroché le métier. Voilà comment je suis rentrée dedans. Parce que, beaucoup de curiosité. Et il se trouve aussi que je parle beaucoup. Et c'est l'une des choses qu'il faut aussi quand tu veux vendre. Donc, voilà. J'ai accroché le métier. J'ai bien aimé. Aujourd'hui, même, je me fais aussi former. En même temps, j'investis beaucoup sur moi par rapport Mhm. au domaine. Je ne laisserai pas la comptabilité, mais c'est sûr et certain, vu que mon profil a totalement changé. Je suis Mhm. dans le marketing à fond, tu vois un peu. Exact. Voilà. C'est important de le dire parce que je discute souvent avec des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine du community management, Yeah. etc. Et la première chose que je leur dis, c'est qu'il faut se former. Et c'est Oui. important que tu parles de ça. Quelle place a la formation pour toi? C'est la première chose parce que, en fait, pour moi, la formation, c'est un investissement. Ok. Donc, pour moi, ça rentre dans la classe des investissements. Hmm. Donc, quelqu'un va mettre de l'argent sur une voiture, moi, je vais décider de mettre de l'argent sur ma formation. Pour D'accord. moi, c'est le premier investissement que l'on doit faire, en réalité. Même acheter un livre,
c'est un investissement sur soi. D'accord. Donc, acheter une formation en ligne, c'est un investissement sur soi. Et même là encore, d'aucuns diraient que la formation, ça coûte cher. Mais à l'ère du digital, on a de la formation qui est accessible à tous. Ça va peut-être te coûter des gigas de connexion, mais c'est de l'investissement sur soi. D'accord. Donc, il ne faut pas négliger ça. Même si tu dis, oh, ça ne m'a pas beaucoup coûté. Oui, ça t'a coûté. Le temps, c'est de l'argent. C'est de l'investissement qu'on met. D'accord. Ça me fait penser à il n'y a pas longtemps, j'étais à une séance d'information de École 241 qui allait former des jeunes au digital avec les métiers de référencier digital et développeur web. Il y avait quelqu'un qui a posé une question parce que leur formation est gratuite. Il y a quelqu'un qui a posé une question pertinente qui disait mais comment est-ce qu'on va payer en fait? Parce qu'on sait qu'au Gabon, il faut toujours payer quelque chose. Donc dites-nous exactement ce qu'on doit donner. Et la directrice de l'école leur disait en fait vous allez payer avec votre temps. Ah ça, c'est intensif là-bas. C'est pas le je sais pas qui veut en fait. Exactement. Ouais. Il disait que c'était de 8h à 8h du matin, de lundi à lundi. Et des fois ils dorment pas. J'ai bossé là-bas pendant quelques temps, comme je dis, j'ai côtoyé ce domaine de l'entrepreneuriat et Ogwelab a été une partie en fait de mon aventure entrepreneuriale. Donc j'ai vu la première cuvée de l'école 241, j'ai vu l'intensité du travail. Il y a des femmes qui étaient en couple, c'est-à-dire le mari ne voit pas sa femme, il ne voit pas sa femme en fait, mais ils étaient tellement passionnés et je peux dire que c'est l'une des choses que les représentants même de cette école font, c'est-à-dire ils savent transmettre ça, d'abord cet amour-là, parce qu'au finish, on ne consent pas de certains sacrifices parce qu'on n'aime pas la chose. Mais ils travaillent à ce que ces jeunes-là comprennent déjà que c'est important, ils mettent l'amour dans les jeunes et au finish, ils restent là toute la nuit, ils ne bossent pas. Non, c'est intensif là-bas. C'est pas qui veut qui fait ça. Et alors, parlons un peu de ton parcours professionnel. Comment est-ce que tu peux nous détailler ça en quelques minutes bien condensées? Franchement, je ne vais pas te mentir, Melvin, tout ce qui concerne mon travail, je vais utiliser le terme, je ne suis pas plus excitée quand je parle de mon travail en tant que salarié que quand je parle d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, les activités de mes clients, voilà, ils m'ont permis d'aller. Pour moi, c'est devenu un peu le quotidien. Mais c'est assez paradoxal parce que je prends l'exemple d'un jeune en fait, d'un jeune community manager ou bien d'un jeune qui vient d'avoir son diplôme en marketing. Je me dis, ce serait hyper passionnant pour lui de pouvoir travailler sur un projet et de voir cela se matérialiser sur des panneaux publicitaires, etc. De voir quelque chose de concret en fait. Mais toi, tu nous dis que c'est devenu routinier. Oui, parce que... si tu savais. Oui, parce qu'au finish, c'est la routine, c'est juste ça. Je ne vais pas dire que ce n'est pas passionnant, mais comme je dis, les challenges, je les ai hors de mon travail. D'accord. Parce qu'au finish, j'ai un peu fait le tour. Peut-être, je ne dirais pas peut-être, c'est peut-être le moment pour moi de trouver de nouveaux challenges. Exactement. Peut-être. Mais je dirais que je suis énormément excitée de voir une PME, c'est-à-dire aller du projet avec un client, tu vois, et voir que le truc est bien établi, c'est bien positionné, les gens, ils savent que ça existe. C'est pas une franchise où il y a déjà quelque chose. En fait, elle vient déjà avec sa notoriété. Ce que nous, on a à faire, c'est dire aux gens, on est là, on est ici, on est là, on vend. Bref, même là, tu dis même pas aux gens qu'est-ce qu'on vend, parce qu'ils savent déjà que... Ceux qui voyagent, ils savent. Ceux qui regardent la télé, ils savent. Donc, tu vois, franchise, on va déjà avec une certaine notoriété, on va avec un background. Et surtout, ce qui est un peu dérangeant, je ne dirais pas dérangeant, mais on est cloisonné dans une certaine guideline. C'est-à-dire, la marque, elle a déjà tout fait son travail. Elle sait où il faut placer telle chose. Elle sait comment elle veut parler à sa cible. Même si tu lui dis, bon, non, ici, on est au Gabon, elle va te dire, c'est comme ça, en fait. Tu vois un peu, donc, on est un peu cloisonné et tout. Je dirais pas que c'est pas bon. C'est intéressant. C'est intéressant. Franchement, quand tu es dans ce genre de milieu, tu rencontres des gens de divers horizons, tu apprends de toutes ces personnes-là et ça te permet aussi de step up. Mais je dirais, mes plus beaux challenges sont ceux-là où moi j'aide ceux qui sont sur le territoire national, personnes, vraiment des gens non grata, je dirais comme ça. Il a sa marque, il a ça dans la tête, on travaille ensemble.
on crée. Et tu vois ça grandir. Et ça grandit. Il a ses premiers clients. Il a beaucoup de clients. Et voilà, il est là en mode, mais c'est là, ça marche, tu vois un peu. Ok. Donc, c'est ce qui me plaît le plus. Récemment, j'ai eu une cliente, je crois hier. Moi, j'ai pas levé, tu vois. Elle m'a envoyé un de ses produits. Elle fait des gaufres fourrés. Elle, c'est du début à la fin, en fait. Je l'ai vu grandir et j'ai vu comment elle est résiliente. Franchement, avec ça, pour moi, c'est pourquoi je travaille. C'est pourquoi, en fait, je fais ça. Donc, elle m'a envoyé un paquet et ça, j'ai vu ça grandir. J'ai vu le projet et j'ai vu comment le projet est devenu un produit. Le produit, il s'est positionné, comment il a eu ses premiers clients. Pour moi, c'est ce qui m'a plu. Je peux dire, je préfère peut-être travailler pour les gens qui ne sont rien et après qui deviennent quelque chose. D'accord. Peut-être. C'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est assez paradoxal aussi. Ouais. Parce que je pense qu'il y a deux facettes. Yeah. Ça, c'est la facette qui est hyper intéressante lorsque la marque grandit avec toi. Moi, je me souviens, mon premier client, entre guillemets, qui n'était pas vraiment mon premier client, mais lorsque j'ai terminé ma formation, on nous avait promis d'avoir des stages pour les meilleurs. Donc, j'ai fini ma jour de ma promo, on m'a donné un stage avec une dame, une entrepreneuse qui est en France. C'était payé 40 euros. Ok. 40 euros. La période de stage, qui durait 1 mois. Lorsque le stage est fini, il fallait avoir un vrai contrat maintenant si elle était satisfaite de mon travail. Okay. Donc, ce qui s'est passé, c'est que elle voulait la même énergie que je donnais pendant le stage et elle voulait donner le même prix, c'est-à-dire toujours 40 euros et me signer normalement comme son community manager. Et j'ai essayé pendant 1 mois. Je me suis dit, on m'a dit, au début, il ne faut pas trop demander. C'est ce qu'on nous disait à notre formation. Et donc, après 1 mois, je me suis donné même plus que ce qu'elle attendait. C'est-à-dire, je publiais pratiquement minimum 1 fois par jour sur sa page pendant tout le mois. Et à la fin, je lui ai dit, regardez ce que je peux faire. Mais ça, c'est un certain prix. Donc, si vous voulez qu'on continue, voilà combien il faut donner maintenant. Et elle m'a dit, j'ai pas d'argent, ceci, cela. Et ça, vraiment, était une expérience assez... Je dirais que c'est une mauvaise expérience, en réalité. Parce que j'ai l'impression d'avoir donné trop, de ne pas avoir reçu ce que je devrais avoir normalement. Et tu nous as parlé des expériences qui ont été merveilleuses pour toi, de voir des marques grandir, mais j'imagine que ça n'a pas toujours été joyeux. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a marqué, que tu t'es dit ça ne se reproduira plus jamais? Oui, je peux dire que client qui dit qu'il n'a pas l'argent, il faut fuir. Non, il faut fuir comme la peste. Franchement, je peux dire que, en fait, les gens, ils te prennent comme tu te vends, à combien tu te vends, t'achètes, tu vois un peu. Au début, je peux dire que quand j'ai commencé un peu en tant que freelance et tout, il y avait un peu ce syndrome de l'imposteur, tu vois un peu. Tu veux pas donner un tarif et tout et tout. Papa, quand j'ai compris, parce qu'au finish, quand moi je suis sur un travail, je sais pas faire 80%, 50%. Exact. Je suis obligée de faire 100%. Pas parce que c'est la personne ou parce que je veux la paix après, non. J'aime le travail bien fait. Et surtout, en fait, le travail que je donne, il y a mon cachet derrière. Exact. Pas financièrement, c'est-à-dire, c'est cacheter mon nom. Demain, si c'est sale, c'est pas bien fait, il dira, c'est cette demoiselle-là qui a fait, c'est Lorena qui a fait, c'est Lorena Menvola. Et ça va suivre. Mais moi, je travaille sur la durée. Donc, pour moi, en fait, les mauvais clients que j'ai eus, c'est parce que j'ai eu peur de taxer le bon montant. Aujourd'hui, tu me demandes mon travail, je te donne mon prix, tu veux pas, papa passe. Et ceux qui négocient, ils ne sont même pas là-dedans. D'accord. On ne négocie pas le prix. Là, j'ai une question, Oui. On va parler chiffres. Si. No. Parlons chiffres. Yes. Lorena, aujourd'hui, si quelqu'un veut travailler avec toi, minimum... minimum. Yes. En fait, pourquoi je demande ça? Parce que, comme je t'ai dit, durant ma formation, il y a quelqu'un qui a posé cette question à un de nos formateurs, en fait. Monsieur, combien est-ce qu'on pourrait demander pour un premier contrat? Et il nous avait sorti un truc du genre 50, 60 000, vous pouvez accepter et tout.
Et moi, Pour quel type de tâche? Pour quel type community manager. Ok. C'est tout en fait. C'est en mode, on nous a appris le début à écrire des textes, à faire du montage vidéo, à faire du montage, comment on appelle ça, de l'infographie. On nous a appris à gérer les réseaux, on nous a montré un peu de la stratégie marketing, etc. C'est-à-dire tout ce qu'on nous a appris, combien est-ce qu'on peut demander à Tout un ça, client? tout ce que tu viens de me citer là. Et le formateur nous avait dit 60 000. 60 000. Ok. Moi, c'était no way en fait. Pourquoi? Pour moi. Parce que, parce que déjà, durant cette formation, j'avais un peu de l'avance sur les autres. Bien. Je faisais déjà du montage et pas sur les logiciels qu'on nous apprenait en fait. Je travaillais déjà sur Premiere Pro. Je connaissais déjà toute la suite Adobe. Je travaillais sur Photoshop. On nous apprenait des trucs sur Canva. Et je me disais, si moi je travaille sur des logiciels qui sont professionnels et que j'ai un certain prix lorsque je fais simplement une affiche, je ne vais pas demander 60 000 ou 50 000 alors que j'estime que mes compétences valent beaucoup plus cher en fait. Et j'avais aussi ce truc. En fait, la vérité, c'est que j'avais déjà travaillé avec quelqu'un alors que je n'avais pas le titre de community manager. D'accord. Et il me donnait beaucoup plus que ça. Donc, aller me former pour qu'à la formation me dise que je dois accepter moins que ce que j'avais déjà eu avant de me former, je me suis dit, c'est pas possible. Okay. Maintenant, il y a quelques semaines, j'ai eu un rendez-vous avec, j'étais chez un client, on a eu un rendez-vous avec le responsable communication de la boîte même, grosse boîte, hein. On devait en fait passer un nouveau contrat, il voulait me donner plus de responsabilités. Et il me dit clairement, Cyrus, tu sais, j'ai vu votre offre avec le manager de la boîte. C'était un restaurant en fait qui appartient à un groupe. Et donc, la dame du restaurant me organise un rendez-vous avec le responsable communication du groupe carrément. Et donc, le responsable communication me dit, tu sais Cyrus, j'ai vu votre offre que vous avez fait avec le manager et franchement ton prix, je sais pas, hein, je sais pas si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas de problème dans ta vie, si ta vie est cool quoi. Parce que sous-évalué. Exact. Ils me disent ce que tu as demandé là, je sais pas si tu peux vivre avec, hein, ou bien si tu es trop passionné. Parce que franchement, mais attends. Moi ça m'a choqué. Parce que je me disais, vas-y, on va parler chiffres. Parce que la question finale c'est savoir ton chiffre. En réalité, j'avais dit quoi? J'avais dit un truc du genre 220 000. Le mois? Oui. Ok. Maintenant, lui, il parlait en termes de groupe. Oui. Il savait ce qu'il pouvait dépenser. Et ils m'ont dit, franchement, ce que tu demandes, 220 000, je ne sais pas si tu peux vivre avec, je ne sais pas si tu as des charges, je ne sais pas si tu as des enfants. Mais c'est pas possible, en fait. Donc, revois ton prix. Il est gentil, hein? Il est grave gentil. Ouais, il veut un client comme ça. À la fin... Et il m'a dit, il faut que tu saches que lorsqu'on va signer sur ça, tu vas t'occuper de son voisin le plus proche, donc juste à côté. Donc je suis parti sur 500 000. Ok. Ça c'est après, tu vois, on est parti de 60 et tout et tout. Maintenant, moi la question que je te pose, c'est toi, tu as beaucoup plus d'expérience que moi, tu as vécu énormément de choses. Aujourd'hui... Je suis pas vieille, hein. Je suis un peu vieille, mais pas beaucoup, hein. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à vivre. D'accord. Okay. Aujourd'hui, un client t'approche. À partir de combien tu te dis, c'est pas possible. Je vous aime bien, vous êtes bien gentil. J'aimerais bien travailler avec vous, mais je sais le temps que ça demande. L'implication, c'est que je vais pas dormir de la nuit. Quel est le prix que tu ne peux pas accepter du tout? Bon. Ou bien quel est le prix minimum que tu peux accepter pour travailler avec quelqu'un? Comment il te dit, il ne peut pas les chiffres. Il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, ça dépend de ce que le client est prêt à mettre dans sa communication. Moi, je leur dis souvent, tu es prêt à mettre combien dans ta com? Faut rêver grand, tu veux mettre combien? Et en fonction de ce qu'il me dit, je lui dirai non. Mais ça, c'est trop facile. Moi aussi, je fais ça. Oui. Sauf que la dernière fois que je l'ai fait, il m'a dit, c'était un papa, tu vois, directeur général et tout et tout. Et il me dit, non, moi je connais pas ces trucs de communication, je sais pas combien ça vaut. Ça, c'est vos choses du numérique et tout. Donc, dis-moi combien ça va me coûter. Et puis voilà, donc Lorena, tu es devant ce papa-là. Oui.
qui ne connaît rien au numérique, mais qui sait que c'est important pour lui d'avoir une communication potable, en fait. Parce qu'il sait que ce qui se passe actuellement dans son entreprise, c'est n'importe quoi. Donc, il te dit, donne-moi une estimation. Combien est-ce que ça vaut? Et je trouve que c'est une question très pertinente. Il ne te demande pas combien est-ce que tu vas lui demander. Il te demande combien est-ce que ça vaut d'avoir une communication comme celle qu'il voit toi sur tes réseaux, par exemple. Bon, là, vraiment, ça... Comme je dis, je n'aime pas donner les chiffres. Mais il faut donner un chiffre. Non, parce que moi, je vais donner peut-être un montant global sur une mission de 6 mois. Parce que j'estime que tu ne peux pas venir me dire que tu veux relancer ta com. Il y a un audit qu'on va faire. On va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tout ça, en fait, on facture. Donc, en 6 mois, on peut évaluer en moyenne à 1,5 le mois, tu cumules le tout. Tu cumules le tout parce qu'au fini, je ne suis pas seule dessus. Je peux travailler dessus seule, comme je peux décider de mettre quelqu'un d'autre. Et comme je suis freelance, je bosse seule, mais des fois, je peux collaborer avec quelqu'un d'autre parce que je ne peux pas tout faire. Bien sûr. On peut dire 1,5 le mois. D'accord. 1,5 le mois, ça dépend vraiment. C'est vraiment quand j'ai un travail global à faire. Mais si c'est genre community management, au minimum, je ne peux pas bosser en deçà de 300. D'accord. Mais quand je dis community management, je ne fournis pas le contenu. Ok. C'est-à-dire, le client m'envoie le contenu. On le poste. Je peux réfléchir sur les posts. Je schedule, tu vois. C'est-à-dire, j'écris, je poste. Mais lui-même, il réfléchit à son contenu. Je ne réfléchis pas sur les campagnes. Pas de stratégie marketing. Pas de stratégie. C'est-à-dire que lui-même, il décide. C'est-à-dire, je lui dis, oh, tellement, Valentine arrive, tu vas faire quoi? Il décide lui-même ce qu'il va faire implémenter. Je ne lui dirai pas faire la séance. Je lui dis, j'aurai besoin de contenu. Il se débrouille. Il me donne le contenu et je poste. Je réponds aux commentaires, je réponds aux clients. C'est ça le rôle d'un community manager. Parce que tu estimes que dès lors que tu commences à faire de la stratégie. Si je commence à faire de la stratégie, là, on n'est pas au community management. Je ne gère pas sa communauté, Exactement. je suis au-delà de sa communauté. Tu vois un peu. Donc, pour moi, les rôles sont clairs. S'il me dit, maman, j'ai un problème précis dans ma com, et c'est pas seulement poster parce que c'est pas poster qui résout les problèmes. Et même là encore, on poste quoi? Là, il faut réfléchir. Donc, si je dois réfléchir, c'est autre chose. On parle. Mais franchement, j'ai des clients comme ça qui m'envoient les photos, ils réfléchissent eux-mêmes. Je poste et je vais pas dire je prends. C'est du travail aussi de poster. C'est du travail de poster parce que derrière, je fais une analyse de leur audience aussi en ligne pour voir un peu. Tu connais? Bien sûr. Je regarde les plages horaires, les trucs comme ça, je réponds aux commentaires. Au fini, je lui fais un bilan chaque fin de mois pour lui dire voilà ce qui marche, voilà ce qui marche pas. Au moins, il a de la matière pour lui-même décider ce qu'il va faire. La plupart de ses clients, ils sont des référents. Donc, ils sont là pour passer du temps à réfléchir et tout. Pendant que moi, je prends seulement ce qu'on me donne. C'est juste ça. C'est le rôle même du community manager. Exactement. Sauf que, au comme Gabon, disait Soren Yoma, en Afrique, carrément. Oui. En Afrique, carrément, c'est devenu carrément un référent digital. En fait. Ils veulent le référent, ils veulent le social media manager. Ils veulent le responsable marketing. Parce qu'au finish, ils vont te faire des stratégies à 360 degrés, le gars. Ouais. Il va te dire, oh, mais on dirait il faut les flyers, il faut le relais. Donc, en fait, même des fois, il ne va pas te dire, on dirait, toi-même, par rapport au projet qu'il t'apporte, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas agir que sur un palier. Tu vas devoir agir sur différents paliers. Donc, c'est toi qui vas mener ton réseau. Parce qu'au fini, ce réseau, j'ai pris du temps à le construire. J'amène mon réseau, j'amène mes contacts. Ils me donnent des tarifs préférentiels. Parce que c'est moi, pas parce que c'est toi. Donc, tout ça, c'est l'argent. Et voilà ce qui rentre dans le budget qu'elle te dit là. Donc, la plupart du temps, je préfère même quelqu'un qui me dit, bon, j'ai déjà mes photos, il prend son photographe. Tu vois, même si tu factures à un client 300 000 et 300 000 mensuels et qu'au finish, va te dire, il me faut du contenu. C'est toi encore qui dois venir prendre le contenu. Il faut faire le montage. Tu as vu, quand moi je fais le montage, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça me rappelle l'un des premiers clients que j'ai eu et je me suis retrouvé à faire plein d'affiches en fait. À un moment donné, ça m'a saoulé. Je me suis dit, mais en fait, c'est une amie. Yeah. Une grande sœur oui. que tu connais très bien.
Ok. qui m'a dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ton travail, là. Les affiches que tu fais, tu dois les facturer. Oui. Ça m'avait choqué, en fait. Je me suis dit, mais... Oui. Tu ajoutes. Et c'est aussi un moyen si, par exemple, le client. Ça peut arriver qu'il y a certains clients par affinité, tu décides de facturer moins parce que au fini, tu y mettras moins de temps. Parce que je te le dis clair, au montant que tu négocies, ceux qui négocient beaucoup là, c'est aussi la négociation dans mon mental. C'est-à-dire que plus tu négocies, plus aussi dans mon mental, je te donnerai pas 100%. C'est mauvais, mais disons que je vais bien prévenir que au fini, je ferai pas ça, je ferai pas ça, je ferai pas ça. Mais je sais que si je n'agis pas sur tous ces domaines, ça n'aura pas le... Au fini, j'informe toujours à la personne. Et papa, il n'y a pas de souci. Tu vas seulement poster. On va poster simple. Mais il comprendra que ce ne sera pas pareil. Il aura l'impression de sortir de l'argent pour rien. Et je le lui dirai toujours que si tu veux que ça monte un peu, il faut prendre en fait il faut toucher tous les points en fait qui sont essentiels. Et même l'histoire de faire les flyers. Moi, je facture. Je facture au client. S'il m'a dit que c'est seulement community manager, si au moment il va me dire, oh, il me faut un flyer, Lorena va tuer. Ça ne négocie pas. C'est vraiment au début qu'on a ce syndrome de l'imposteur là. Oui. On a peur de donner un prix. On a peur de demander notre argent. Oui. Même d'envoyer ta facture, en fait, tu es en mode, même à un moment donné, tu ne veux pas. Non, c'est Dieu. La vie n'est pas facile. Et il y a des objectifs aussi que toi-même tu te donnes parce qu'au final, tu passes du temps. Tu passes du temps, en fait, que tu aurais pu mettre sur autre chose. Exactement. Donc, moi, j'ai compris au finish, la peur ne va pas payer mes factures. On voit la facture et fais les relances, va chez le client et prends ton gain sans peur. J'ai fait le travail, tu n'es pas content. L'idéal, c'est que le client soit content. Mais comme je dirais, les plus chiants, ce sont ceux-là qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dans la communication. Et ça dénote même de l'importance qu'ils donnent à la communication, au marketing. C'est-à-dire, ils savent que leur activité a un gros souci. Et ils savent c'est parce qu'ils manquent de visibilité, mais ils ne sont pas assez conscients du problème qu'ils ont pour mettre l'argent dessus. Tu vois un peu? Donc, au finish, ça dépend de moi. Si je décide d'être gentil et de faire le travail d'éducation, c'est-à-dire, je vais vraiment prendre le temps à exactement, s'il faut le faire dès le départ. Voilà, en fait, à lui dire, non, voilà, c'est à cause de ça. C'est vraiment si j'ai le temps, ce qui est rare. Vraiment, ça dépend. Ça dépend vraiment de la personne. J'ai des clients avec qui j'ai déjà fait plus de 2 ans. Tu vois un peu, ce sont des gens, c'est déjà la famille. Donc, au finish, je prends le temps de parler avec eux, je prends le temps d'aller les voir, je prends le temps de discuter avec eux. C'est clean, mais genre quand tu as un client un peu chiant qui est là et qui revient, des fois il s'en va parce que il se dit je vais aller ailleurs. Ensuite il revient parce qu'il se rend compte que au finish il y a beaucoup d'apprentis sorciers sur le territoire national. Et en plus tu fais rentrer plein de gens dans ton business, ils voient un peu comment ça se passe et tout. Tu te mets un peu à nu. Exactement. Et en vérité, moi je disais à certains de mes clients, certains qui étaient vraiment proches, je leur disais vous rendez même pas compte de la chance que vous avez de m'avoir en réalité. Si vous avez la possibilité de me signer à tel prix là maintenant, faites-le parce que vous ne savez pas ce que moi je peux apprendre. Dans 6 mois, je ne serai plus la même personne, j'aurai plus les mêmes compétences, mon prix ne sera plus le même. Et mais bon, c'est pas bien grave. J'espère qu'ils regardent cette vidéo. Donc, en parlant d'éducation, ça m'a fait penser à une anecdote, un truc que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, avec un monsieur qui m'a vu tout jeune, en fait. Il m'a vu tout jeune et il m'a appelé un jour, il m'a dit, écoute, j'ai besoin que tu me fasses une affiche pour un film qui aura lieu au Tsunami. Il y aura un film au Tsunami et tout, fais-moi une affiche pour ça. Je lui dis, j'envoie la facture à qui? Au Tsunami ou bien à toi? Et Jean, il me dit, facture, il rigole. Je lui dis, mais oui, je ne fais pas de travail gratuit. Il rigole encore une fois. Il me dit, mais je sais même pas ce que tu fais, j'ai jamais vu ton travail. Mais je fais ce que tu veux là, que tu veux que je fasse là. Je ne perds pas patience. Donc je lui envoie plein d'affiches que j'ai déjà faites. Il me dit, c'est ça. Ce que je veux, c'est ça. Comme ça. Je lui dis, d'accord. Je fais la facture finalement à qui? Il rigole. Et genre, en vrai, ça m'avait un peu blessé. Parce que je me dis, ok, tu m'as vu tout jeune,
J'étais tout petit et tout et tout. Aujourd'hui, ça, c'est mon travail, en fait. À quel moment tu te dis que tu vas pas me payer pour mon travail, ou bien tu ne respectes pas ce que je fais, ou bien tu te dis que parce qu'on se connaît, tu pourrais faire tout et n'importe quoi. C'est comme si j'avais une entreprise, des bureaux, tu viens en short de mon entreprise, tu te balades, tu dis je veux voir mon neveu, entre guillemets. Je me demande comment est-ce on peut éduquer ce genre de personnes-là qui se sentent familières, en fait. Il faut les fuir. Toi, tu connais pas le dicton qui dit affaire familiale, c'est zéro là.